Bien, bon, donc moi je m'appelle Pierre Boilet, j'ai été professeur et maintenant je suis professeur émérite donc à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'ai été directeur d'un certain nombre de laboratoires, dont celui auquel j'appartiens maintenant, qui est l'Institut du Monde africain. L'Institut des Mondes africains. J'ai oublié de dire une chose importante, c'est que je suis historien aussi. Voilà. Voilà. Bon, alors donc les organisateurs de ce colloque m'ont demandé de réfléchir, c'était pas trop compliqué pour moi d'ailleurs, à la vision que pouvaient avoir de Barkhane et de Serval les gens au Mali. Alors, en fait, c'est assez simple en fait de répondre à cette question quand on a fréquenté un petit peu à la fois le sud et le nord du Mali, nord qui d'ailleurs pour beaucoup ne se veut plus être malien mais azawadien. Bon, voilà. En tout cas, je pense ce que je peux dire, moi, c'est qu'il y a une différence de perception à la fois géographiquement, spatialement et temporellement. Bon. Il n'y a pas de grande différence, à mon sens, entre Serval et Barkhane. C'est la présence française. Et donc, d'une certaine façon, tant que les Français sont là et tant qu'ils partent, donc que ce soit Serval, Barkhane, Takuba, etc., c'est un petit peu la même chose. Donc, au sud, on est très content parce qu'on a peur, d'une certaine façon. Il y a eu la révolte donc séparatiste qui a été doublée rapidement donc, par Acmi, le Moujao, etc. Donc occupation des villes. Et puis on voit cette descente vers Konna. Et tout le monde tremble un petit peu parce qu'on ne sait pas très bien quel est le but de cette descente des djihadistes vers Konna. Je dis djihadistes pour simplifier, mais on pourrait beaucoup discuter sur le terme. Et donc, il y a appel officiel de soutien français qui arrive très rapidement et qui bloque effectivement donc non seulement l'avancée des djihadistes vers le sud, mais aussi qui repart et qui reconquiert donc les villes du nord, c'est-à-dire Tombouctou, Gao, Ménaka et même Kidal. Bon. Donc il y a une perception qui est très, très joyeuse au départ, et une des preuves c'est la visite de Hollande, où tout le monde est en liesse, on a des petits drapeaux français, en fait bref, à ce moment-là la France est le sauveur. Bon. Le problème aussi, c'est que cette perception-là change relativement vite d'ailleurs, parce que l'armée française est à Kidal, mais n'a pas franchement laissé, il y a quelques éléments des FAMA, c'est-à-dire des forces armées maliennes, n'a pas franchement laissé l'armée malienne remonter à Kidal comme partout ailleurs. On peut se poser la question pourquoi. Moi, je pense qu'il y a une des raisons, entre autres, et que l'armée malienne est assez réputée quand même pour faire des exactions sur particulièrement les gens du Nord, et que donc peut-être que l'armée française n'a pas voulu avoir à gérer ce problème. Enfin bref, il peut y avoir d'autres explications, mais très rapidement au Sud, on se dit, bon, voilà, comme on a depuis les années 60 pensé à un complot français du Sahara qui passait par le CRS, qui passait par plein de choses, bon, et ce depuis donc la décolonisation. Au Sud, on s'est dit, ben voilà, de nouveau, les Français aident les séparatistes touaregs. Et donc il y a une espèce d'énervement aussi contre ça, de cette France qui a l'air de soutenir en fait donc des séparatistes qui veulent casser le Mali, en quelque sorte. Donc le sentiment anti-présence française monte, et puis après il est relayé par aussi donc un certain nombre de réalités. On insuffle le côté anticolonial, etc. Bon, tout ça je résume quand même le plus possible. Et donc on finit par être contre la présence française. Il y a des idées même que la France arme les terroristes, parce qu'en plus elle n'a pas de résultat, les terroristes continuent à avancer, et les militaires arrivant au pouvoir donc finissent par éjecter donc la France, la MINUSMA aussi d'ailleurs, et donc voilà, il y a donc un rejet de cette affaire. Au nord, les choses sont différentes, évidemment, mais les perceptions ont évolué aussi dans le temps.
Nord et Sud, c'est un peu schématique aussi, hein, mais enfin bon. Au Nord, notamment les séparatistes, se sont fait doubler hein, par les salafistes, les djihadistes, etc. Bon. Et voir l'armée française remonter et les casser, finalement, les sortir des villes, c'est à la fois un soulagement, hein, parce qu'on se dit qu'on va peut-être pouvoir revivre, mais c'est aussi il y a un petit côté d'effroi, parce que les Français remontent avec l'armée malienne, et justement l'armée malienne, qu'est-ce qu'elle va faire avec les séparatistes, avec les populations? Une petite crainte quand même. Bon, quand on voit finalement que l'armée malienne est un peu arrêtée au sud de la zone et qu'elle ne monte pas à Kidal, alors là, il y a un gros espoir, avec l'idée aussi qui persiste aussi depuis des décennies et des décennies que si la France a décolonisé en laissant la partie nord du Mali au Mali, c'est une injustice historique. Bon. Et que donc c'est bien qu'elle vienne parce qu'elle va peut-être réparer cette injustice et qu'elle va permettre justement la séparation d'avec le Mali. Bon. Donc il y a une forme d'entente entre les militaires français qui utilisent donc les mouvements indépendantistes, qui eux-mêmes sont prennent un peu une revanche aussi contre AQMI, etc. Et ça se passe bien. En plus, les Français donnent du matériel, de l'assistance médicale, etc. Jusqu'à un certain point, parce que aussi, moi ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que l'espèce de logiciel colonial que l'armée française a dans la tête fait aussi qu'on ne parle pas à des égaux. Donc, quelque part, les gens du MNLA, etc., sont un peu considérés quand même, peut-être inconsciemment hein, d'ailleurs, mais en tout cas les choses sont là, un peu comme des supplétifs, comme les anciens goumiers qu'il y avait à l'époque coloniale, etc. Et donc, il y a des frictions, des frottements, etc. Bon, mais tant que la France reste là, ça va à peu près. Mais quand elle s'en va, les gens ne comprennent pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'espoir qui était né de l'appui donc à la séparation de l'Azawad du reste du Mali est un espoir qui s'effondre. Hein. Et donc, il y a un sentiment d'abandon aussi. Qu'il va falloir gérer et on voit bien là à ce moment-là que effectivement donc le départ de l'armée française et de la MINUSMA ouvre la porte donc à la junte militaire pour remonter vers le nord. Et donc c'est forcément un moment difficile à vivre pour les séparatistes. Voilà, donc des visions finalement qui sont très contrastées au sud et au nord, pas dans les mêmes temporalités, mais avec des enthousiasmes et des déceptions. Voilà. En fait, ça commence à se savoir un petit peu, mais j'ai commencé par voyager en Afrique, vendre des voitures, faire un peu de trafic entre l'Algérie, le Niger, le Mali, etc., avant même de penser à faire une thèse sur cette zone-là. Et je pense que c'est le contact avec l'Afrique et je ne sais pas comment dire, la chaleur que j'ai sentie, l'accrochage avec beaucoup de gens qui sont devenus des amis, etc., qui a fait que quand les situations ont évolué et que je me suis trouvé en position de pouvoir faire une thèse, évidemment c'était ça qui comptait pour moi, parce que dans le nord du Mali, j'avais été surpris la première fois que j'y étais passé, par le fait que ça... Bon, j'étais parti comme tout le monde avec plein de stéréotypes qu'il a fallu que je casse au fur et à mesure, mais un des stéréotypes était que les populations nomades bougeaient, étaient relativement libres, etc. Et puis là, en arrivant au nord du Mali, on voyait ce poids de la présence militaire, policière, etc. Et donc c'était un peu incompatible. Donc je me suis beaucoup entretenu avec des gens qui sont devenus des amis. Et quand je me suis lancé dans une thèse, finalement, c'était évidemment sur ce problème-là que j'avais envie de travailler, avec la difficulté qu'à l'époque, personne ne s'intéressait réellement à la région, et que donc, quand j'ai été voir ma directrice de thèse, elle m'a posé la question, mais c'est le désert, donc il n'y a personne, il n'y a pas d'histoire. Donc si, il y a une vraie histoire, et que j'ai été quand même très largement rattrapé par la réalité
historique de cette région. Voilà, donc ça aurait pu être une thèse sur, parce que la région était une région extrêmement riche, et il y avait très peu de fouilles, extrêmement riche au niveau du paléolithique et du néolithique. Il y a eu l'homme d'Aslar qui a été trouvé par Théodore Monod, par exemple, mais c'est à peu près la seule chose. Donc j'aurais pu éventuellement faire une thèse d'histoire ancienne, mais mes amis étaient là, j'avais envie de comprendre dans quelle situation ils étaient là, et voilà, l'histoire contemporaine avec ce type de problème, pour moi, était une obligation à trouver des explications. Alors, par rapport aux difficultés, c'est vrai qu'on ne fait pas une thèse sur le Sahara et le Sahel comme on fait une thèse sur l'histoire de Paris, par exemple, au XIXe siècle. Bon. Alors, j'ai fait un bouquin récemment qui un peu ironiquement, s'appelle « Comment devenir un historien de l'Afrique avec un CAP de mécanique auto », parce que c'est ça aussi. Ça veut dire, globalement, comme il n'y a pas beaucoup d'archives, je pouvais trouver à Bamako ou à Niamey des archives coloniales, mais post-coloniales quasiment pas, et que donc pour arriver à comprendre réellement les choses, il fallait recueillir des sources orales, des témoignages, les confronter, donc il fallait recueillir beaucoup, et bien sûr la seule façon c'est de discuter avec les gens, mais quand ce sont des nomades, ben justement comme ils bougent malgré tout, même si ce n'est pas du tout une errance, mais des parcours qui sont bien repérés pour arriver à amener les animaux sur les pâturages, mais bon, il faut quand même bouger. Bon, et donc c'est assez intéressant parce qu'en fait finalement la première grande difficulté c'est le mouvement, mais il se trouve que justement c'était ça qui m'avait amené donc à faire cette thèse. Donc j'avais l'habitude de ce mouvement, j'avais l'habitude de la mécanique, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis revendre la voiture à la fin, ça m'a permis aussi de financer cette thèse, bon, parce que j'ai pas eu la chance d'avoir une allocation de thèse et tout. Bon, donc tout ça marchait bien. Donc ça c'est une première grande difficulté, c'est effectivement matériel, simplement physique, dans un espace qui n'est pas si simple pour se déplacer. La seconde difficulté était d'ordre politique, parce que justement, donc, cette région était, comme je l'ai dit, sous pression policière et militaire, et qu'il était à l'époque interdit, était permis de traverser, hein, mais sur la piste principale, et les Européens n'avaient pas le droit de bouger. Bon, donc il a fallu quand même que je ruse, que je n'ai pas l'air d'être un Européen, et de façon à pouvoir prendre des chemins de traverse et puis aller voir des campements. Bon. Ça ne m'a pas empêché d'être arrêté plusieurs fois. Et puis, il y avait en préparation la rébellion de 90. Les Algériens le savaient, donc j'ai été aussi arrêté en Algérie. Bon voilà, il y a quand même aussi des difficultés d'ordre politique qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, je dirais qu'il y a une troisième difficulté, mais bon, celle-là est très intéressante, c'est le fait qu'on travaille sur un monde qui n'est pas le sien. Et donc, être historien, c'est une chose, mais il faut être aussi anthropologue, sociologue, etc., pour arriver, voire un peu linguiste. Bon, j'ai essayé, mais je suis très loin d'avoir acquis des compétences honorables en tamashart, la langue de Touareg. Enfin bon, ça permet quand même de dire des trois mots. Donc, il faut rentrer dans cette société. Bon. Alors, sauf que je l'avais déjà fait avant la thèse, hein, puisque je m'étais promené dans le coin, j'avais déjà des amis, etc. Donc ça a été relativement facile. Et au sud, comme au nord d'ailleurs, donc j'avais une prédominance évidemment pour le nord, puisque je cherchais à comprendre comment c'était passé. Mais au sud aussi, j'accrochais assez bien avec les gens qui s'y trouvaient. Donc voilà, mais ça peut être considéré comme une difficulté, parce que d'une certaine façon, ça induit aussi que c'est un étranger européen, en plus français, qui plus est, donc qui a colonisé la région, etc. Moi, j'ai jamais rien colonisé, mais en tout cas, le pays a colonisé, qui vient poser des questions, donc ça peut être sujet à caution. En fait, ce type de choses était quand même très réglé aussi par une réalité qui était que les gens dans ce nord du Mali se sentaient très abandonnés. Ils vivaient tous les jours cette pression étatique, ils avaient l'impression que personne connaissait la situation,
Et ça induit encore une autre difficulté peut-être d'ailleurs, c'est que les gens ont accroché aussi à mon travail. Ils m'ont dit parle de nous, on a besoin qu'on parle de nous, on a besoin qu'on connaisse notre situation, etc. Donc l'autre danger, c'est d'être évidemment manipulé et d'être instrumentalisé. Bon, ça, je pense qu'avec un peu de réflexion et surtout une distanciation critique, une chose assez classique pour un historien, on arrive à s'en sortir. On en arrive à s'en sortir, mais au Mali, ça n'a pas toujours été évident. C'est peut-être une dernière difficulté, j'en oublie certainement, mais c'est qu'au sud, les gens ne connaissent pas le nord. Bon, et souvent au nord, les gens ne connaissent pas le sud d'ailleurs. Et donc, moi, travaillant sur une population du Nord, très rapidement, mes collègues ou des amis du Sud m'ont appelé le nomade. Bon, c'était pas très très grave en soi, sauf que quand en 2012, enfin d'abord en 90 et puis après en 2012, les choses ont explosé, eh bien j'étais un des rares, y compris parmi les intellectuels du Sud qui ne connaissaient pas le Nord, à pouvoir essayer d'expliquer la situation. Et pour beaucoup de mes amis du Sud, expliquer c'était excuser, excuser c'était être d'accord, et donc j'ai été considéré parfois comme un membre du MNLA, bon, surtout que bon, étant à l'époque on était quand même très très peu, même en 2012, de spécialistes de la région, donc il y a eu d'une façon multiplication de médias, de télé, de radio, etc., que suivaient bien sûr les gens au Mali. Et donc, pour eux, voilà, j'excusais la rébellion. Or, jamais j'ai été, enfin je pense, très, très personnellement, en tout cas dans les réactions, je peux avoir mes propres opinions, mais je n'ai jamais, je pense, jugé positive ou négative l'action des séparatistes ou de l'État malien, sauf sur un point, et sur lequel je ne démordrai pas, c'est-à-dire que j'ai toujours dit dans ces émissions, et je continue à agir aussi, contre les exactions. Contre les exactions d'une armée qui tue ses propres civils, qui maintenant le fait en plus avec des mercenaires russes. Et ça, ça, j'ai jamais pu m'empêcher. Mais ça, je crois que c'est une question de citoyenneté mondiale, d'une certaine façon, plus qu'une prise de position sur l'indépendance ou pas. Ça n'a rien à voir. Alors déjà, je dirais que un historien n'est pas censé juger ce qu'il analyse, etc. Bon. Maintenant, donc un citoyen ou quelqu'un simplement qui s'intéresse à la région peut avoir ses idées. Bon, je ne pense pas qu'on ait tous les éléments pour dire c'est vraiment super ou c'est vraiment un échec. On a dit dans ce colloque que Serval avait été un succès et que Barkhane l'était moins, voire était un échec. Bon, Serval, un succès, certainement oui, parce que effectivement ça a permis de libérer les villes du Nord de l'emprise salafiste qui était quand même très pesante et qui pour lesquelles les gens n'étaient pas non plus très, très d'accord. Bon, Barkhane ensuite un échec, certainement parce que effectivement ça ne s'est pas accompagné d'une réflexion politique très importante. Bon, est-ce que c'était la mission de l'armée de faire cette mission? C'est pas évident. Donc l'armée aussi dit ben oui, ou les politiques n'ont pas suivi. Bon, il y a eu des milliers de salafistes qui ont été tués. Maintenant, si on regarde objectivement la situation telle qu'elle se présente maintenant, de fait, on voit que ça n'a pas du tout éradiqué le djihadisme et que même il est beaucoup plus important maintenant qu'au départ. Alors, on pourrait peut-être considérer ça comme un échec. Moi, je pense que de toute façon, dans ce type de cas présent, à part la campagne de Serval, qui était une campagne militaire assez classique, finalement, on reprend des villes, et puis bon, il n'y a pas de possibilité de réussite ou d'échec complet. On est en face d'une... Alors, beaucoup de gens appellent ça insurrection. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas d'une guérilla. On sait très bien qu'une armée conventionnelle n'arrive
que rarement, voire jamais, à éradiquer une guérilla. Bon. Alors voilà, donc je ne me prononcerai pas, c'est un fait d'histoire qui a certainement apporté un certain nombre de points positifs. Il y en a eu d'autres moins positifs parce que la situation n'est pas réglée. Mais bon, on ne fait pas l'histoire, hein, comme ça a été dit dans ce colloque. Si jamais il n'y avait pas eu Serval et Barkhane, il serait passé quoi? Ben, on n'en sait rien. Peut-être que le Mali serait un califat islamique, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de contagion sur les pays d'à côté. Bon,